Chaque lundi soir, à 21h, des experts, des avis tranchés, des débats. Retrouvez l'actualité du foot européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du FF du soir, après une petite semaine de pause du coup. Et avec moi du coup, pour m'accompagner, il y a le fidèle Guérin Thomas, supporter parisien. Bonsoir à tous. On s'était pas eu, mais du coup on aura l'occasion de reparler du PSG du coup, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. On a également Nicolas Pépé, un Lillois. Salut DNP. On a aussi Villa qui nous rejoindra tout à l'heure du coup. Et on a Animal Agressif. Salut Villa, tu peux dire bonjour si tu veux. Ouais, je suis là, salut à tous. Et on a Animal Agressif et Didier Zoko qui sont ensemble du coup pour cette émission. Spécialiste PL et Ligue 1. Bonsoir à tous. Et sans plus attendre, on démarre par la Ligue 1. Et pour démarrer par la Ligue 1, du coup, on va parler dans un premier temps donc du haut de tableau. On va s'intéresser donc aux 4 équipes de tête, Lille, le PSG, Lyon et Monaco. Et on va s'intéresser du coup à la question qui va craquer en premier du coup dans cette lutte à 4. Parce que maintenant on peut complètement le dire, c'est une lutte à 4, il y a 4 points d'écart. Alors pour rappel, du coup, Lille est premier avec 59 points. Deuxième, on a le PSG avec 57 points. Troisième, on a Lyon avec 56 points. Et quatrième, on a Monaco avec 55 points. Du coup. Et donc, du coup, j'ai passé les uns après les autres. Qui va craquer, selon vous, en premier dans la lutte pour le titre Guérin Thomas, par exemple, pour commencer. Alors, compte tenu, je dirais, de l'effectif, on va dire en termes bruts, compte tenu aussi de la forme du moment et des derniers matchs que j'ai regardés, ceux de ce week-end, malheureusement, je pense que Lyon est l'équipe qui donne la moins bonne impression et qui, je pense, peut craquer, et si ce n'est a déjà un peu craqué avec ce match nul hier où tu sentais que déjà que l'OM, ils sont un peu au fond du trou, quoi. Hier, ils font pas un match dégueulasse, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Mais t'as Lyon à côté. Enfin, ouais, non, c'est pas un match d'un prétendant au titre, quoi. Alors que à côté, t'as Paris, donc bon, qui a joué le lanterne rouge, mais on les connaît. T'as Monaco, pareil, qui a joué Brest, qui reste une très bonne équipe. Et franchement, il y a eu 2-0, mais si l'Arsenal n'était pas là, il y aurait eu 5-6-0, quoi. Lille, pareil, ils font un match dégueulasse, mais au final, ils ramènent quand même un point. Même si bon, Lyon a ramené un point, quoi. Mais tu sens que dans on va dire dans l'ambiance générale, les matchs, tu regardes un peu la qualité des matchs, tu sens que parmi les 4, c'est Lyon qui donne la moins bonne impression. Je sais pas ce que t'en penses, le bon, hein. Ouais, je donnerai mon point de vue après. Je vais d'abord faire passer à Lint, du coup, à Lint. DNP, pardon, qui est Lillois, du coup. Excuse-moi. Pour toi, qui va craquer en premier? Je pense que je pense que c'est Lille, hein. Sincèrement, moi, je suis pessimiste parce qu'en fait, on a un effectif qui est pas assez complet, moi, je trouve, parce qu'en fait, déjà, au niveau latéraux, ça se voit après, si vous regardez les matchs, où il y a c'est un peu limite, avec Selic, Bradaric, etc. Donc, quand t'as Jérémy qui est titulaire, tu sais que ça va être de la merde au niveau de la défense et de l'attaque. Donc moi, sincèrement, je pense que c'est lui qui va perdre des points et qui va craquer en premier parce que Monaco, il marche super bien actuellement. Enfin, l'équipe marche super bien. Donc moi, je pense que Monaco, ils ont largement moyen de nous rattraper et de rattraper Lyon aussi.
Mais de toute façon, moi, je pense que Paris va être champion. Je pense qu'ils vont quand même réussir à prendre les points là où il faut, même s'ils en ont perdu quand même assez quand même par rapport à leur saison précédente. Mais je pense que ça sera Paris champion. Après, j'espère que Lille sera pas quatrième parce que ça me ferait chier vu la saison qu'on fait actuellement. Mais je pense que Lille va quand même perdre des points au fur et à mesure. De toute façon, le jeu, il est pas bon du tout. Enfin, après, c'est mon point de vue de supporter lillois. Après, je sais pas vous ce que vous pensez du jeu, mais sincèrement, je suis pas non plus époustouflé devant les matchs. Et t'as quelques matchs comme Lorient où c'était bien et tout, il y avait du jeu, ça allait éviter tout. Et Nantes aussi, par rapport à surtout en deuxième période avec la contre-attaque et puis le jeu en 1-2, etc. Mais sinon, je suis pas très convaincu du fait qu'on va garder notre place. Donc, je pense qu'on va craquer en premier. Voilà pour mon analyse. Ok, juste avant de prendre la réaction du coup de Drogba et donc de l'animal agressif, on a Yanis sur le chat Twitch qui nous dit que Lyon-Rennes sans Paqueta, ça peut être un match piège, hein. Et je pense qu'il a pas tort. Du coup, Drogba et Animal, peut-être si vous voulez vous exprimer sur le sujet. Drogba, il a un avis très tranché sur la question. Il m'en a déjà fait part tout à l'heure, donc je le laisse prendre la parole. On écoute. Alors moi, je vais rejoindre les deux d'avant parce que je pense aussi que les deux équipes qui sont les plus à même de craquer, ce sera Lille et Lyon sur la forme actuelle. Lyon parce que selon moi, ils sont trop dépendants devant dans Depay par exemple. Et hier, quand il fait pas un bon match, il n'y a personne pour rattraper le coup derrière. À Lille, le problème, c'est quand on joue contre des équipes qui jouent plutôt en bloc bas. On le sait depuis 2-3 ans. On n'a pas ce joueur, justement, comme Lyon peut l'avoir avec Depay ou comme Monaco peut l'avoir avec les joueurs qui sont devant, qui est capable de faire la différence. Et là, ça va être une semaine très intéressante parce qu'on va jouer coup sur coup Marseille et Monaco. Donc Monaco en plus en direct. Et deux équipes qui, normalement, vont être plus joueuses, par exemple, qu'un Strasbourg. Et je trouve que c'est dans ces matchs-là que Lille se défend le mieux parce que derrière, on est bon. Donc on peut résister aux offensives et devant, ça va très vite. Donc quand il y a des espaces, bah, ça peut faire mal. Donc là, je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer. De toute façon, il y a 4 points qui séparent les 4 premières équipes. Et si je dis pas de bêtises, il en reste 33 points possibles. Il reste 11 matchs. Donc c'est très très dur de déterminer aujourd'hui qui va craquer. Mais je pense que là, pour Lille, pour le coup, ça va être une semaine qui va vraiment être décisive. Parce que ça va être 2 matchs où il faut montrer un autre visage, en tout cas, que ce qu'ils ont montré dernièrement. Par contre, sinon, je rejoins sur le reste. Bah, Paris, au niveau du statut, de l'effectif, c'est sûr que je les vois pas craquer au point quatrième. Après, question. Et Monaco, bon, bah, ils sont impressionnants. Et eux, justement, ils réussissent contre les équipes qui sont plus défensives parce qu'ils ont la qualité devant. Et on a vu que contre le PSG, ils sont aussi capables de changer de tactique et de bien le faire. Ce que Lille ne sait pas faire parce qu'on l'a vu depuis le début de saison, Lille, c'est le 4-4-2 et rien d'autre. À voir justement, je pense qu'il faudra montrer autre chose d'ici la fin de la saison pour espérer être champion. Après, je rejoins aussi Pépé quand il dit que bah, ce serait vraiment dommage de terminer quatrième. Et là-dessus, justement, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est aussi quelle est l'équipe qui a le moins à perdre, on va dire. Et finalement, je pense que c'est Monaco. Parce que, Ouais, je suis d'accord. en fait, le PSG, par le statut, il est obligé de finir au moins dans les 3 premiers, voire même champion. Mais bon, à la limite, je veux dire, ce serait plutôt désastreux de ne pas se qualifier en Champions League. Lyon, bah, après la saison dernière, qui s'était arrêté et qui n'ont pas joué la Coupe d'Europe, les ambitions qu'ils ont montrées, c'est pareil, ce serait vraiment triste pour eux de terminer quatrième. Et les Lillois, bah, avec les ambitions aussi qui sont montrées par le projet du club et puis le début de saison, on est en tête depuis pas mal de journées maintenant. Ce serait vraiment triste aussi de perdre sur les 10 dernières journées. Alors que Monaco, c'est plutôt, on va dire, la reconstruction depuis la saison dernière. C'était un peu difficile au début de saison. Là, sur la dynamique de 2021, j'ai envie de dire qu'ils n'ont rien à perdre. C'est vraiment eux qui viennent mettre le trouble fait derrière les autres, Lyon et Lille. Et on pourra sûrement en dire plus à partir de. Effectivement. Allô? Ouais. Ah pardon, excusez-moi. Oui, du coup j'ai donné mon point de vue. Alors pour moi, l'équipe qui va craquer en premier, enfin moi, en étant objectif, je dirais Lyon parce que enfin quoique Lille en vrai c'est pas génial non plus dans le jeu, mais Lyon c'est clairement moyen depuis 2021 en fait. Il y a très peu de matchs, on va dire aboutis de bout en bout.
à part Saint-Etienne contre une équipe décimée et Strasbourg à 10 contre 11 pendant tout le match. Sinon, à part ça, il y a eu aucun match où c'était vraiment maîtrisé. Même sur les victoires, il y a eu des victoires un petit peu, il y a eu des victoires un petit peu à l'arraché, façon Brest, Bordeaux, ou des choses comme ça, mais ça va craquer. Après, moi, franchement, je suis pas si certain que ça que le Paris Saint-Germain se l'emporte, parce que pour moi, Ligue 1, ils ont pas non plus été très convaincants, quoi. En fait, on se base sur leur talent supposé au vu de leur effectif, mais pour l'instant, depuis le début de la saison, il y a très peu de bons matchs contre des équipes importantes de notre championnat qui ont été réussis, quoi. C'est d'ailleurs la pire équipe face aux quatre, en fait. C'est eux qui ont le moins bon bilan. Après, Paris, c'est très simple. Il y a le facteur Ligue des Champions qui va jouer. C'est une équipe qui marche pas mal au mental, quoi. C'est-à-dire que si là, par exemple, si catastrophe, genre, ils sont éliminés par le Barça, par exemple, là, crois-moi, à Paris, ils finissent quatrième, hein. Ils vont être détruits. Alors que si en quart de finale, tu vois, ils affrontent une équipe un peu moins bonne, où il y a une bonne dynamique en Ligue des Champions, crois-moi qu'en Ligue 1, ça va suivre aussi, quoi. Non, mais c'est c'est une éventualité, quoi. Par exemple, l'année dernière, non, il y a 3 ans, quand on s'est éliminé par Manchester, les matchs qui ont suivi, c'était une catastrophe, quoi. Alors, heureusement, on avait 20 points d'avance, je crois. Mais s'il y avait un concurrent à ce moment-là, parce qu'il y a eu un très bon début de saison et après Manchester, oui, ça avait fini en roue libre. Oui, c'était une catastrophe. Ça a fini en roue libre. Ça perdait un match sur 3, c'était vraiment pas bon. Voilà, c'était une catastrophe, quoi. Et ça marche comme ça. Après, moi, le fait qui me fait dire que Lyon, pour moi, va finir quatrième, pour moi, c'est vraiment l'effectif. Parce que Monaco, quand tu vois l'effectif de Monaco, ils ont un peu changé leur dispositif, là, en passant à 3 derrière, qui fait qu'ils sont beaucoup plus solides qu'avant. Et offensivement, c'est quand même assez intéressant parce que le joueur qui te fait gagner avant-hier, c'est Jovetic qui sort du banc. Tu vois, ils ont des gars comme Jovetic, comme Diatta, comme Golovin. Golovin, le gars, dès qu'il rentre, il est décisif, quoi. Alors que c'est le remplaçant. Donc c'est là où tu vois que Monaco, ils ont quand même un effectif impressionnant et ils ont réglé leur défense. Pour moi, Monaco peut même espérer le titre, même si Kovac ne le dit pas, tu vois, il dit que lui, on vise l'Europa. Mais pour moi, Monaco, avec la dynamique qu'ils ont et ce qu'ils montrent, pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs prétendants au titre. Après, ils ont un peu de retard, mais ils ont que 4 points au final. Ils sont bien revenus, quoi. Et vu que t'as les Monaco-Lyon, Lille-Monaco, voilà, quoi. Et en plus, en plus, ils ont un parcours, 9 victoires sur les 10 derniers matchs, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, ils ont déjà fait une série un peu de ce type-là, l'année où ils sont champions, là, il y a 3 ans, du coup, non, 4 ans, du coup. L'année où ils sont champions, ils finissent très très fort aussi. Je crois qu'ils sont à 13 victoires sur les 13 derniers matchs. C'était le record à l'époque. C'est assez impressionnant. Ouais, voilà. Donc, Monaco, parti comme c'est parti, ils vont pas perdre beaucoup de points. Et en plus, effectivement, ils ont pas de pression. Donc, et inversement, je voulais dire, Lyon, pour moi, l'effectif, quand même, je sais pas ce que t'en penses, Le Gon, mais moi, je le trouve quand même assez limité, quoi. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont hors de forme parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Et du coup, ils apportent. Et aussi, il y a trop peu de changements. Et du coup, ils sont pas forcément en confiance. Donc, ça aide pas. Et là, en fait, même si DNP, il dit que, il y a des manques, Lille, Galtier, au moins, il a concerné tout le monde. Je veux dire, devant, ils ont. Alors, David, il est parfois moins en forme et l'absence d'Ilmaz compte aussi énormément parce qu'on en a pas parlé. Oui, ça c'est clair. Ouais, je pense que c'est une des grosses forces de leur. L'apport offensif de Yilmaz, il est super impressionnant parce que le pressing, je peux te dire qu'avec Yilmaz, franchement, ça envoie du lourd. Et même en Europa League contre Prague, il rentre, il met un doublé. Franchement, il a un impact super important sur l'apport offensif. Donc le fait qu'il soit blessé et tout, tu sens quand même que Lille est un peu à la peine en attaque. Et t'as des Wea, t'as des Iconé qui galèrent à marquer des fois. Alors que Yilmaz, souvent, lui, il est super efficace.
Ouais, Donc c'est pour va ça le faire. qu'après lui, le fait que, mais après tu vois, je suis quand même content qu'on a quand même maintenir un certain niveau, de rester premier avec Yilmaz absent. Après t'avais Sanchez aussi qui était absent et que ça jouait beaucoup au milieu, mais là il est revenu. Il est un peu hors de forme, donc c'est pas non plus le Sanchez que t'as connu contre le Milan, qui il avait dominé le milieu milanais, etc. Mais franchement, après, l'équipe, elle est équilibrée, sauf les latéraux. Moi, je maintiens le fait que les latéraux, Bradaric, Reinildo, etc., c'est pas du tout du En vrai, niveau la de Théo, c'est Ligue parfait 1. pareil. Hein. Et ça joue quand même Ouais, beaucoup mais parce que après, niveau Bradaric, moi, dès que latéraux, je le vois titulaire, je suis pas bien. je t'assure que Euh, moi, Bradaric, je le prends 1000 fois à la place Lyon, de Lyon, Patrick. même Paris, hein, quand on joue avec Kurzawa, désolé. Il y a que Monaco qui a vraiment des bons latéraux. Ouais, c'est vrai que Caio Henrique, j'ai été impressionné T'as eu d'ailleurs. Enrique, Aguilar, Ouais, quand même, Enrique, ouais, il est bon. impressionnant les deux. Ouais, il y a Yanis du coup qui est d'accord avec toi, Guérin, sur l'analyse sur la Ligue des Champions et le mental de Paris. Il dit on aurait tendance à penser que la C1 rendrait le championnat plus compliqué, mais il est parfois prouvé que c'est l'inverse. Dans le sens où Ouais, non, s'ils sont non, avec Paris, éliminés, c'est ce point-là. ça peut engendrer une spirale négative, effectivement. Ouais, exactement. Euh, on a Scar du coup qui nous a rejoint. Je sais pas s'il veut s'exprimer ou s'il veut juste écouter. Bon, il est en train de troller, je suppose. Du coup, peut-être animal agressif pour finir ou vous avez rien d'autre à ajouter sur ce sujet? Non, je pense qu'on a fait le tour. J'allais parler d'Yilmaz aussi, mais j'allais juste ajouter que peut-être, c'est vrai que quand tu parlais d'individualité qui manque à Lille, lui, justement, ce qu'il apportait, c'est côté tueur devant. Contre Strasbourg, par exemple, hier, il y a David qui a un face-à-face à un moment. Bon, on peut toujours refaire. Je pense que si c'est Yilmaz, c'est pas pareil, il la met. Dans des Oui, matchs contre les blocs bas où il a souvent gagné en mode rupture, c'est-à-dire sur une action, sur une erreur, sur un truc, et où on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Pour qu'un joueur comme ça il fait aussi, c'est pas une grande individualité tout seul. Je veux dire, quand on le voit jouer, c'est pas le joueur le plus sexy qu'il y en a, mais il fait mieux jouer les autres parce que son apport voilà devant il est monstrueux et puis c'est sûr que il tergiverse pas quoi. À voir quand il va revenir, dans quelle forme il sera. Bien sûr que ça que c'est aussi un élément qui peut faire du bien. oui, c'est D'ailleurs, sûr. son retour est prévu quand d'ailleurs? Oui, On sait pas. j'avais vu. Le retour de. L'image, De Yilmaz. Absent jusqu'en Coupe de France là, contre Ajaccio et Ouais, après je crois qu'il normalement, c'était un incessant. parce que là, ça date quand même. C'est presque mais bon, ça fait un moment ouais, qu'on dit c'est plus de deux qu'il va mois, non? revenir. On l'attendait contre l'Ajax déjà à l'aller, bon Oui, c'était court, on s'est tout dit à il va être fait. là pour le retour. Tout à Finalement, il fait, est ouais. toujours pas là contre Strasbourg. Ouais. Donc c'est vrai que ça commence aussi à faire long. Il a Après, quoi? Il a 35 ans, 36 on va ans. pas se cacher uniquement là-dessus, parce que c'est vrai que quand même, il est bien équilibré. Et aussi, ouais, on a autre chose qui a été dite et qui est vraie, c'est que Galtier a bien fait tourner, mais après, pour défendre les Lyonnais à ce sujet, il y a quand même eu la Ligue Europa qui a permis de faire beaucoup. Par exemple, un Wea qui avait pas de temps de jeu en Ligue 1, il en a gagné beaucoup sur la Ligue Europa, il a fait des bonnes prestations. Puis on l'a concerné là-dessus. Yazice, pareil, il s'est réveillé au moment de sa prestation en Europa. Donc ça a été aussi plus facile, je pense, pour les Lillois de faire tourner et de Ouais, ça a aidé, ouais. Allô? Ouais, on t'entend. Non, j'ai cru qu'il avait coupé, pardon. Du coup, on va passer au deuxième sujet qui concerne qui concerne Dijon. Et on va se poser la question sur est-ce que c'est la pire équipe de la Ligue 1. Mais du coup, avant, je voulais passer un petit extrait puisque Dijon cette année, c'est un petit peu Oui, pardon. Donc à tous les Dijonnais qui nous écoutent, on est désolé, on rigole un petit peu, c'est pas Ouais, en méchant. fait, Dijon, t'inquiète. Alors du coup, Ouais, je crois qu'il y en a pas ici. pour situer dans le contexte, donc Dijon compte actuellement 15 points et donc dernier de Ligue 1 avec 9 points de retard sur le premier, avec 8 points de retard sur Nantes qui a 24, qui a 23 points, je crois. Et donc du coup en fait et donc du coup en fait on va s'intéresser au fait sur est-ce que c'est la pire équipe de l'histoire de la Ligue 1. Pour vous situer quelques chiffres, on avait donc en 2009-2010, donc il y a une dizaine d'années, Grenoble qui avait fait 12 défaites d'affilée, mais ils avaient fini
avec 20 et quelques points, 22 je crois, un truc du genre. On a Toulouse l'année dernière qui était parti pour battre des records aussi, puisqu'ils avaient 13 points en 27 journées, donc deux de moins que donc Dijon actuellement, mais ils étaient partis aussi pour faire une belle descente. On a Arles-Avignon aussi qui avait été relégué à 7 journées de la fin. C'était un record à l'époque. Et on a 3 qui n'avaient pas gagné pendant 21 matchs en 2015-2016. Donc je sais pas votre avis rapide sur Dijon. Est-ce que ça vous étonne leur situation? Est-ce que pour vous c'est la pire équipe de la Ligue 2 que vous ayez jamais vu en Ligue 1 ou pas? Pire équipe, non, je pense que, ouais, comme je disais Jet, t'as Istres, Arles-Avignon, je pense, ouais. Ça avait marqué, ça. Alors l'Avignon, c'était la pire, je pense. C'était la pire, je pense, ouais. Ouais, C'était- ouais, ouais. c'était- Alors l'Avignon. C'était une équipe pas de tableau Ligue 2, honnêtement, qui était en Ligue 1, quoi. Après, on regarde l'effectif de Dijon cette année, c'est pas étonnant non plus de les retrouver là, on va dire. Bah, Dijon, en fait, ça fait des années que ça les rependait au nez, tu vois. Même c'était quand ils ont fini 18e une saison. Je crois que c'était contre Lens, d'ailleurs, Ouais. qu'ils avaient fait le barrage. Ouais, on avait regardé l'autre fois, c'était contre Lens, c'était en 2018-2019. Ouais. Bah, le fait qu'ils aient viré Dalloglio, ça, j'ai jamais compris. Ouais. Alors que Exactement, c'est ça un- leur a fait beaucoup de mal, ouais. Ouais, parce qu'ils avaient une mauvaise série à un moment, mais bon, ils ont un entraîneur quand même vraiment bon, quoi. Tu vois ce qu'ils fait à Brest. Il l'avait viré Voilà, ça l'année dernière, pourrait non, jouer c'est et tout. ça? Ouais, je crois que c'était ça. Et ouais, bah, ça a condamné, quoi. Ça m'étonne pas, quoi. Et enfin, tu vois, ils avaient quelques bons joueurs. Bah, ils sont partis, quoi. Donc, Ouais, moi c'est. Ouais, ils ont perdu un Tavares qui leur mettait 10-12 buts par saison, qui leur Ouais, apportait voilà. des points, par exemple. Alors que c'était pas un immense joueur, mais il était toujours là quand même, quoi. Ils ont perdu il y a 3 ans aussi Johnny. On vous Ouais, rigolait, mais exact. Johnny était très bon à l'époque. Bah, Johnny, oui, bah Il oui, était très Johnny, bon en Dijon, Johnny, ouais, ouais. ça reste toujours mieux que ce qu'il y a actuellement, quoi. Je sais même pas qui y a en fait. C'est clair. Honnêtement. C'est vrai que c'est vraiment faible. Il y a Ekilimanga et tout, c'est pas trop mal, mais. Ouais, mais quand De même, base, c'est pas mal. mais c'était bien il y a 4-5 ans, quoi. 40 ans, ou je peux te ça. Enfin, c'est pas. Puis bon, après, s'il y a des Samaritano qui sont un peu en méforme, là, les cadres Samaritano, bah, ça se Ouais, ressent mais vite chez eux. Samaritano, c'est pareil. Samarit- Aussi, Pareil, on parle d'un gars qui, quoi, il est plus proche de la retraite qu'autre chose, quoi. Après, Ouais, il ouais. essaie de se battre. Enfin, c'est l'un des rares joueurs un peu techniques qui peut apporter un peu à cette équipe, mais. Non, puis c'est vrai qu'ils sont pas du tout en confiance. Je sais pas si vous avez vu le match contre bah, toi, t'as dû le voir, Guérin. Le match contre Ouais, le PSG, ouais. à un moment donné, genre, t'as deux joueurs qui se percutent, dans Non, la mais, surface en enfin, première mi-temps, c'était Ils ont déjà la tête à la Ligue 2. Ouais, bah oui, probablement, oui. ouais. Ils ont pas le niveau. Pour moi, ils y sont déjà. Hein. 15 points actuellement, pour moi, ils y sont. Ouais, ouais. Je vois pas comment ils peuvent se relever. Bah là, ils seraient sur 7 Après, on sait défaites pas, hein. d'affilée. Lorient, ils sont bien revenus, quoi. Alors que, tu sais, Ouais. ils avaient Lorient était tout bien l'effectif parti. avait le Covid. En fait, mais justement, je pense que le match qui a tué Dijon, c'est le match Ouais, à c'est la Lorient. défaite là, contre Lorient, dans la exactement. dernière Ouais, seconde. après, Lorient a quand même un meilleur effectif. Ouais, Ouais, c'est vrai, peut-être. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils se, le match qu'ils les perdent à la dernière minute contre Dijon, là. Non, contre Lorient, pardon. Ouais, Ça leur a perdu fait contre beaucoup, Lorient, ouais. beaucoup de mal, Ça ouais. leur a fait mal, hein. Ouais, ça les a tués, hein. Parce qu'ils étaient quasiment à égalité de points. D'ailleurs, je crois qu'ils ont pas gagné un match depuis, en fait. Ils ont tout perdu. Bah, Lorient a tout gagné depuis. Ouais, Lorient a gagné, mais je veux dire, je crois que Dijon a pas gagné, a perdu tous ses matchs. Ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Donc, Effectivement. ouais, effectivement, ça les a un peu tués. Mm. On va parler rapidement Ligue 2. Non, mais du coup, c'est. Pour la question, si tu devrais faire une hiérarchie, je pense pas que Dijon soit la pire. C'est une des pires. Mais Pas la pire, je suis d'accord. oui, il y a des noms qui sont ressortis là sur le chat. C'est vrai que Arles-Avignon, et je crois que j'ai vu passer un Istres aussi. C'est vrai que même Metz, hein, de mémoire, Metz, une année, c'était une catastrophe, une équipe en Ligue 1. Alors, je ne saurais plus vous dire la saison. Hein, Ils étaient vraiment faibles. mais Ouais, aussi sur le chat de Twitch, on nous parle de 3 en 2016. Ouais, ils avaient 21 défaites, 21 matchs sans victoire, pardon. ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, on va s'intéresser un peu à un homme qu'on connaît bien en Ligue 1, puisqu'il a été champion de France il y a quelques années, avec
avec Montpellier et il est actuellement entraîneur du Paris FC. Et en fait, on va s'intéresser du coup à des essais fourrés qui ont eu lieu ce week-end lors de leur victoire à Caen. Et en fait, c'est donc des joueurs qui se sont battus entre Caen et donc Paris FC. Et du coup, en fait, René Girard est monté un peu en créneau en disant qu'ils ont subi une agression, que c'était un scandale, que c'était pas normal, etc. Et Pascal Duprat, évidemment, lui a répondu avec véhémence. Et on va s'intéresser un peu plus de manière générale à Caen. Du coup, et du coup, la question est tournée de manière un peu provoque, mais est-ce que c'est un club de racaille? Et enfin, toi, tu peux en parler peut-être, Guéren, parce que tu les as vus jouer contre Paris. Et c'est vrai qu'ils essayaient peut-être de mettre plus de coups que d'habitude, ou je sais pas si. Ouais, racaille, non. Enfin, le mot est trop violent. Ouais, le mot est fort quand même. Hein. Mais ouais, bah, enfin, quand t'as comme entraîneur Pascal Duprat, bon, là, enfin, c'est évident, quoi. Enfin, c'est typiquement l'entraîneur français. Ouais, voilà, l'entraîneur français. J'ai même pas besoin de dire plus, quoi. Genre, qui préfère jouer sur le physique, Oui, c'est vrai je dirais pas que jusqu'à la violence, on va dire l'agressivité que d'essayer de proposer un jeu, quoi. parfois c'est C'est qu'il y pour a ça une que, limite, parce que je me souviens aussi du début de la saison où il parlait de trucs, enfin, on n'avait pas l'impression qu'il parlait de foot, quoi. C'était, je dis pas que c'était forcément des termes ultra violents, mais enfin, ça parlait pas du tout de foot. C'était genre que sur le physique en fait. Quand, comme tu dis, oui, peut-être hmm, l'agressivité. Enfin, c'était pas. Et du coup, en fait, avec ouais, Duprat, c'est vrai que ça semble récurrent, quoi. Et, bah, il a pas changé, quoi. ouais, déjà en Ligue 1, c'était un peu. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes parce que c'est le meilleur ami de Neymar qui c'est encore, enfin l'un des meilleurs amis de Neymar, parce que Ouais, Neymar il en a beaucoup. Steve Yago qui a été retrouvé à se bagarrer dans le vestiaire du coup du Paris FC. C'était ah, ça. ouais, ouais. Bon, après, bon, le duel Duprat-Girard, voilà, quoi. C'est le folklore de la Ligue 1 qui est en Ligue 2 maintenant. Enfin, Ouais, bah, j'espère qu'ils je vont bien préfère rester quand en même, Ligue 1. je vais peut-être sembler polémique, mais je préfère quand même avoir des Dalloglio que des Duprat ou des choses comme ça, Ouais, bah oui. Oh bah il n'y a pas photo. personnellement. Jean-Marc Furlan. Ouais, Ah, il bah s'est ouais. énervé d'ailleurs aujourd'hui en conférence de presse. Enfin, il a retranscrit ce qu'il s'était énervé avec certains de ses joueurs par rapport il a expliqué que genre qu'ils jouaient à la 5e place et qu'ils devaient arrêter de se plaindre parce que pour l'instant ils étaient à leur place et qu'ils pouvaient pas viser au-dessus. Mais il l'a dit de manière un peu véhémente. C'est passé tout à l'heure parce que je regardais à la télé et c'est vrai que c'est vrai que c'est rare de le voir dans cet état-là parce que pour le coup, Furlan, lui, il est calme par rapport à Duprat. Ouais, comme dit Yannis sur le chat, que Duprat, il a toujours été un peu Ouais, véhément. même On à se Evian, souvient quoi, de dès ça. le début. De ses, euh, de ses joutes verbales avec Daniel Riolo, des choses comme ça. Voilà. C'est tout. Donc après, niveau Ligue 2, Toulouse a gagné du coup. Et sinon, le classement a pas forcément Moins bougé. 3 à gagner aussi, ouais. 3 a gagné, ouais. Bon, c'est les deux équipes qui vont monter, hein, je pense. Oui, je pense que là, on se dirige tranquillement vers ça. Et donc voilà. Et on va passer à la première ligue. Et du coup, à la première ligue, on va s'intéresser du coup au cas de Leicester, du coup, qui a perdu hier contre Arsenal 3 buts à 1 en ayant ouvert le score et qui a perdu sur blessure Barnes. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est après leur élimination en Europa League, c'est est-ce qu'ils peuvent tout perdre, c'est-à-dire ne pas finir en Ligue des Champions et limite galérer à accrocher la Ligue Europa l'année prochaine. Donc là, j'en appelle à mes experts PL qui sont Jayfin et Animal Agressif du coup. Si l'un des deux veut prendre la parole pour commencer.
Ouais, bah, j'ai fini, tu peux commencer si tu veux, si tu veux. Bon, apparemment non. Ouais. Bah, je pense pas que ça soit tant dramatique pour Leicester. Alors déjà, en plus de Barnes, faut pas oublier qu'ils ont perdu Madison aussi. Oui, mais Et ça, c'est oui, ça effectivement, ouais, je l'ai fait... pas dit, mais effectivement. Ah, Madison est blessé aussi? Ah oui. Ouais. Ouais. Et ça c'est Ah vraiment, ouais, ça c'est s'est qu'il vraiment faut. senti contre Arsenal. Bon, déjà se faire poutrer 3-1 par Arsenal, je suis bien placé pour le savoir. C'est pas, euh, faut vraiment pas être. Parce qu'il gagnait, je crois. Comment? Il menait en plus. Oui, mais un Ouais, 0, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. il Sur une menait super 1-0. défense encore Euh, de Holding. Non, de ouais, Paulo Marie, pardon. ouais, Super ouais, aspect défensif. défense d'écolier d'Arsenal pour le coup. Mais bon, il revient de bien derrière et c'est vraiment symptomatique du problème d'être dépendant d'un joueur. Et là, pour le coup, Leicester le sont vraiment de Madison. Barnes en plus, je suis très triste déjà pour Leicester, mais surtout pour le joueur parce qu'il était bien parti pour participer à l'Euro et franchement, il Tout le à mérite fait. au vu de la saison qu'il est en train de faire. Tout à fait. Euh, Maintenant, je pense pas que ça soit tant dramatique comme ça parce que quand je vois la perte de points des autres équipes derrière, ils ont encore un peu de marge et surtout au vu du calendrier, Leicester va pouvoir logiquement prendre de l'avance. Je crois qu'ils ont des matchs contre Sheffield, Southampton et Brighton. Je pense qu'ils ont quand même l'effectif pour aller chercher ces équipes-là, pendant que Chelsea, par exemple, va encore. Déjà, ils ont commencé le Grand Chelem avec, enfin le Grand Chelem des gros matchs avec United là ce week-end. Et de ce que j'ai vu, ça va être très dur contre Liverpool, Everton et même Leeds. Donc je pense que Leicester va pouvoir bien engranger des points. Et après, pour ce qui est des autres derrière, West Ham par exemple, je pense pas qu'ils vont pouvoir garder ce rythme. Ils ont pas le banc pour. Je pense qu'ils vont pas tout perdre. Je les vois bien se qualifier en Ligue des Champions. Et je Ouais. pense que pour un club comme Leicester, c'est déjà Ah, c'est une une grosse bonne chose, ouais, parce performance. qu'en plus, l'année dernière, ils étaient quasiment, ils l'ont raté, ils se sont écroulés à la fin. Et je pense que pour le Ouais. coup, bon, on n'a pas fait de sujet dessus, mais il y a des équipes qui ont vraiment payé l'arrêt des championnats l'année dernière. En Angleterre, Leicester l'a beaucoup payé. Mais il commençait un peu à s'écrouler, mais je pense que ça allait le faire. Et après, avec le restart, ça n'a pas du tout marché. Ils ont fini cinquième alors qu'ils étaient quasiment dans les 4 premiers toute la saison. Et en Italie, après, on en reparlera, mais il y a la Lazio qui s'est écroulé aussi à la fin, alors qu'ils étaient limite en course pour le titre. Ouais. Oui, du coup, Ouais. Gilles, il s'exprime sur le chat, du coup. Après, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire de toutes les équipes de toute façon. Ce qui est rupture de championnat à cause du Covid. Ça, je pense qu'on pourra en parler sur le sujet Liga par rapport à niveau qui a fortement régressé parce que je pense que c'est pas endémique à la Liga. Tout à fait, ouais. Les autres, si vous avez d'autres remarques à faire sur Leicester, si vous suivez un petit peu la PL, je sais pas. Moi, je suis quand même plus inquiet que toi, Animal, hein, parce que Madison Barnes, c'est quand même ouais, c'est ce qui faisait leur attaque, quoi. Et bon, c'est vrai que cette saison est un peu particulière parce que tu sens que derrière, ça va pas aussi vite que l'année dernière. Mais l'année dernière, ouais, c'est vrai qu'ils sont écoulés à la fin, quoi. Et j'ai peur qu'il y ait un peu le même scénario. Avec, Bah bon, je après, c'est pense sûr que que niveau profondeur de banc, c'est quand même pas folichon du côté de Leicester. Mais encore une fois, avec le calendrier, je pense vraiment qu'ils peuvent engranger des points, prendre de l'avance sur Chelsea. Et là, si je dis pas de bêtises, il y a Manchester United qui va jouer contre City bientôt, si c'est pas cette semaine d'ailleurs. Et pourquoi pas pour Leicester aller chercher la deuxième place là à l'issue de la fin de la semaine, ce qui pourrait les rebooster. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça va quand même être compliqué, mais pas de là à perdre une place pour la Ligue des Champions, selon moi. ouais. Ouais. Ah, ça dépend. Après, t'as Chelsea et Liverpool sont pas loin derrière non plus, quoi. Ouais, il y a ces deux-là, mais bon, Liverpool toujours bouffé par les blessures et Chelsea toujours en rodage avec le bricolo Tourelle qui a toujours pas trouvé son 11 comme Lampard l'avait pas trouvé de toute façon. Je pense qu'il va falloir Il y a attendre trop de l'année joueurs qui ont prochaine. des profils plus ou moins similaires, en fait, dans cette équipe.
C'est pas. Bah, c'est ça, c'est le problème de Chelsea, c'est de vouloir à chaque fois recruter des mecs à coût de 40, 50 millions, alors Ouais, qu'ils alors sont, qu'ils peuvent ils pas s'en sont jouer, toujours mieux quoi. sortis avec des recrutements intelligents. Par exemple, là, les mecs qui s'en sortent le mieux cette année, bah, c'est Thiago Silva qui est arrivé gratuit et Mendy qui est arrivé pour 9 millions, je crois, 8 millions, un truc comme ça. Et au final, c'est ceux qui s'en sortent le mieux parce que le reste, bah, Werner, bon, ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ce qu'on attend de lui. Ziyech, j'en parle même pas, c'est une purge. Havertz et Chilwell là, il se retrouve boycotté par Tuchel. Ouais. Donc ouais, je pense que pour Chelsea, il va falloir attendre l'année prochaine, mais là pour le Big Four, j'y crois pas trop. Nonobstant le match contre l'Atlético, mais la victoire est plutôt due au fait que l'Atlético a fait une performance vraiment honteuse. Oui, bon après ça, on commence à avoir l'habitude avec eux en Ligue des Champions. C'est assez récurrent. D'ailleurs. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un parti pris. On en parlera peut-être quand on parlera de la Liga du coup. Ouais, alors l'avis de Jason, ouais, donc Leicester, ouais, effectivement, qui avait perdu contre Fulham et finalement, ouais, ils étaient revenus dans la course. Après, tu as raison, effectivement. Après, le Manchester City, Manchester United, c'est pas non plus dit que City gagne parce que Guardiola a souvent du mal contre United en championnat. Hein. Il n'a pas beaucoup de victoires contre eux, je crois. Hein. Bah après, il n'y a pas beaucoup de victoires de gros contre Manchester United du tout, de toute façon. Oui, non plus, Parce que cette année, oui. Solskjaer retrouve, je vais pas dire qu'il refuse le jeu, mais en tout cas, il arrive à. Non, je vais pas le dire non plus, mais il arrive bien On à parle des maîtriser faits. les gros, même si ça donne des matchs vraiment infâmes, bah, comme celui contre Chelsea hier, qui était vraiment ignoble. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est le milieu qui est en train de se créer là-bas avec Fred et McTominay. Ça commence à être vraiment intéressant. Après, de là à battre Manchester City, je sais pas, il me semble vraiment beaucoup trop fort cette saison. Et on en avait déjà parlé la dernière fois, mais le fait que Guardiola ait réussi à réinventer Manchester City, à en faire une équipe solide défensivement, ça change quand même vraiment la donne. Je les vois, ils sont très très forts cette saison et je les vois bien battre Manchester United tout de même, même si on n'est pas à l'abri d'un vieux 0-0 des familles. Oui, après, ça, c'est possible aussi. Comme à l'aller, c'était un match, c'était un peu une purge, effectivement, aussi. Oui, on a Yannis, du coup, sur le chat Twitch qui nous dit que United, c'est un peu une équipe aléatoire, donc on sait pas trop ce qu'ils vont faire non plus. Fred McTominay, ouais, je rejoins un peu Jay Finn, je suis pas un grand fan non plus de Fred McTominay, je trouve que c'est assez, c'est pas, Attention, j'ai pas dit que j'en étais un grand fan non plus, mais en tout cas contre Chelsea, c'est la première fois depuis que Tuchel est arrivé que je vois une équipe réussir à presser Chelsea de cette façon. Et franchement, ouais, voilà, Fred et McTominay, ils sont forts pour ça. Ils arrivaient à bien servir les joueurs offensifs. Et même Fred était pas loin de marquer d'ailleurs. Donc non, je suis pas trop d'accord avec lui pour le coup. J'aime bien ce qui est en train l'alchimie qui est en train de se créer entre les deux. Du coup, en parlant de créativité, Jay Finn, vu que tu es en train de parler, pourquoi Van de Beek il joue pas du tout en fait, genre il est vraiment mauvais à ce point-là ou d'ailleurs tous ceux de l'Ajax, à part Frankie de Jong, il y en a aucun qui s'impose ailleurs. Non, non, j'abuse, il y a des Ouais, lites. de light quand même. On pourra en parler, ouais. Mais oui, non, en fait, j'abuse, j'exagère. Mais c'est vrai que Van de Beek et Ziyech, on les voyait très très haut et finalement, même Neres en vrai, il est un peu régressif. Neres, il est pas parti. Oui, il est pas parti, mais il a perdu. Enfin, il est pas aussi fort que ce qu'on avait vu il y a 2 ans. Alors Neres, je Ouais. pense qu'on l'avait vu venir quand même. C'est-à-dire que Oui, Neres c'était le moins fort des trois. Je suis d'accord avec toi, mais de les autres, comment il apportait la touche un peu, voilà, la folie, la vitesse, etc. Mais bon, vous voyez qu'il était un peu moins complet, on va dire que les autres. Et puis lui, ouais, à défaut, il est pas encore parti.
Après, Van de Beek, il a pas joué quasiment. Donc, Après, c'est moi, compliqué. Neres, je le prends une fois à l'OL. Je pense qu'en Ligue 1, Ah oui, non, c'est sûr, c'est un joueur qui a du talent. Après, on l'a vu, là, par exemple, sur les 2 matchs contre Lille, c'est ça, il provoque beaucoup, il est bon Ouais, dribbleur, il y a etc. du déchet, mais Il est assez oui, mauvais c'est un dans le joueur. dernier geste, il y a du déchet, tout ça. Après, il est sublimé par ceux qui sont meilleurs autour de lui. Tout à Van fait, de ouais. Je Beek, pense moi, que c'est un joueur, ouais, tu le mets dans une équipe très forte, il peut t'apporter une sorte de variété, ouais, Ouais. peut-être de créativité, effectivement. Ouais, Ziyech, Van Van de de Beek Beek, pas adapté à la je comprends PL. C'est pas. vrai que c'est dommage, ouais, parce que c'est pas. Je comprends pas non plus. Et Ziyech, pareil, bon, j'ai l'impression que les deux, ils ont pas encore vraiment eu l'occasion de se montrer. Alors, est-ce que c'est relatif à ce qu'ils montrent à l'entraînement, dans les matchs, quand ils rentrent, etc. Je ne Ouais, suis pas peut-être, assez les je sais deux pas, je équipes suis pour pas le non dire. plus. Mais bon, je C'est pense vrai que qu'ils moi, n'ont je pas suis eu leur surpris chance. de leur non-utilisation du tout. Pour moi, Ziyech, c'est un mec, Après, il doit y avoir une raison. ça devrait Bah, Il doit y avoir une raison à leur non-utilisation, mais je pense qu'il est trop tôt pour dire que voilà, ces deux joueurs-là, ils ont échoué. Ils vont peut-être même échouer dans ces clubs-là, aller ailleurs et rebondir. Oui, C'est encore trop oui, je tôt me pour fais le dire. pas. Bah, De Ziyech, Jong, ouais, il a il a gardé une cote clairement. importante et Van de Beek, il est encore jeune, donc ne me fait pas trop de C'est soucis ça. pour À eux. l'inverse, De Jong, à la limite, il réussit dans une équipe qui sombre un peu au milieu, où ils ont besoin justement peut-être de ce joueur-là. Ouais, et encore que ça n'a pas Contrairement toujours aux été autres facile équipes, avec lui, mais là, oui, effectivement, c'est le meilleur joueur avec. là, il répond bien. Et De Ligt, par contre, pour suivre la Juve, bon, il s'impose, mais Ouais. on va dire Bah, de sans toute façon, la Juve, on a s'imposer un sujet dessus, réellement on au va point reparler des de la attentes qu'il y Juve. avait sur lui. On va Mais ouais, on reparler va en parler après. on va reparler de la Juve, ouais. Du coup, d'autres choses à dire, bah, du coup, on va en parler tout de suite. Si vous avez rien d'autre à ajouter sur la première ligue. Je voulais peut-être rebondir sur Tourelle. Juste, oui, je pense qu'il Oui, faut pas vas-y, s'attendre vas-y. à ce que la sauce prenne tout de suite. Et je pense que ça sera pareil pour les Marseillais là, avec Sampaoli. Quand ils arrivent comme ça en cours de saison, enfin même peut-être plus proche de la fin que du début, je pense que là, ils vont faire surtout une revue d'effectifs, tester des choses. Faut pas leur en vouloir s'ils perdent, s'ils perdent quelques matchs, si c'est pas toujours convaincant au départ. Le principal, je pense là par exemple pour Chelsea, ça va être d'essayer d'aller chercher l'Europe. Si c'est fait, franchement, c'est une réussite. Et après, je pense que le vrai travail, là où on va vraiment lui demander plus, une identité de jeu, des choses comme ça va être à partir de la saison prochaine. Et là, il n'arrive pas à mettre sa patte. Là, Oui, oui, là, c'est un peu on récent, ouais, pourra douter un peu, mais pour l'instant, franchement, les résultats sont quand Oui, même bah, les là, même résultats si sont bons, hein. Attention, ah ils bah ont perdu 0 match. c'est pas l'invincible plaisant, Tourelle. même si c'est pas plaisant dans le jeu, voilà, qu'on peut dire Ouais, aussi c'est contre 9 matchs. l'Atlético. C'est très solide, c'est très cohérent défensivement pour les avoir vus contre Ouais, l'Atlético et donc, ben, Ouais, même contre United, là, le back three avec Aspi, Rudiger et Christensen, des mecs que Lampard avait complètement foutu au placard. Les voir à ce niveau-là, franchement, surtout Christensen qui était dégueulasse sous Lampard. Là, dans une défense à 3, il s'en sort vraiment beaucoup mieux et ils nous ont sorti vraiment un très bon match hier et même contre l'Atlético, c'était solide. Avec Silva, ça sera encore mieux. C'est vraiment offensivement qu'il y a des gros soucis, mais c'est ça le problème aussi d'avoir autant de joueurs offensifs avec du talent. T'as envie de donner la chance à tout le monde. Ziyech, il en fait les frais, surtout que je pense qu'il n'est pas dans un système qui est adapté à son style de jeu. Lui, il faudrait qu'il se retrouve sur l'aile et contre United, il s'est retrouvé au milieu. Il était absolument pas à l'aise. Maintenant, je comprends que Tuchel ils veuillent le mettre là parce que Mount sera pas là contre l'Atlético, donc va falloir commencer à tester de nouvelles choses. Je pense que c'était pas anodin qui s'est retrouvé au milieu hier. ouais, je pense qu'il sera titulaire à la place de Mount, ouais, contre l'Atlético. Ouais, je pense qu'il sera titulaire à la place de Mount et Kanté le sera à la place de Jorginho parce il est suspendu aussi. Mount le puceau surcoté. Ah ouais. C'est vrai que je suis pas. En fait, moi j'aime bien Mason Mount. J'ai un pote qui est pareil un peu que Jay Finn. Enfin, bah, il dit pas que c'est un peu surcoté, mais c'est vrai qu'il le trouve très surcoté effectivement. Et je trouve qu'à Chelsea, bah, après c'est vrai qu'il n'y a pas trop de jeunes joueurs de Chelsea qui enfin formés à l'académie des Blues qui s'imposent au très très haut niveau à ce niveau-là. Donc, faut comprendre. Bah pourtant non, je le trouve pas, je le trouve pas surcoté. Peut-être faire de lui la grosse figure de Chelsea, c'est un peu gros, mais il apporte énormément offensivement. Le problème de Mount, c'est qu'il a vraiment beaucoup de mal dans le dernier geste. Ça c'est son gros souci, mais franchement sur lui, j'ai rien à dire. J'étais même surpris de le voir à ce niveau-là. Surtout je vois pas trop ce qu'on lui demande. Du coup, faudrait qu'il fasse quoi? Qu'il en claque 4 contre United. Il en est pas encore capable. Et de toute façon, le juger lui, alors que toute l'équipe est en construction et que c'est un de ceux qui s'en sortent le mieux, je trouve ça un peu ridicule.
Moi, je suis Oui, d'accord. c'est sûr, c'est pas le moins pire, quoi. C'est Déjà sur peut-être même l'un des Kanté, meilleurs, hein, déjà Oui, sur par vas-y, Kanté, rapport. direct. Vas-y. j'ai pas l'impression qu'on le mette autant en avant que d'autres joueurs. Alors peut-être si on s'arrête juste à cette équipe de Chelsea, mais je veux dire, si on regarde le football européen en général, j'ai pas l'impression qu'on parle forcément toujours de Mount en avant. Donc sur ce Non, côté, mais c'est vrai non. que quand on parle de Chelsea, on parle Après, de lui tout le temps. bah, quand on regarde par exemple le match là, dernièrement contre l'Atlético, moi sur le match que j'ai vu, c'est quand même celui qui m'a un peu impressionné parce que je l'attendais pas à ce niveau-là dans le sens où il a vraiment. Moi, je pensais pas qu'il avait ce style de jeu-là. C'est-à-dire qu'il a quand même bien dépanné, il a fait beaucoup d'efforts au milieu de terrain. Je pense que c'est un joueur justement sur qui Chelsea va pouvoir compter et c'est avec un rôle peut-être qui était un peu ingrat même sur ce match-là. Et franchement, il l'a quand même bien fait. Après, il montre que techniquement, bah, c'est quand même un bon joueur. C'est sûr que c'est encore juste. On ne peut pas aujourd'hui confier les clés du camion à Mount. C'est trop tôt. C'est un peu tôt. Ouais. Mais franchement, je pense que dans un collectif, c'est un joueur qui est capable de faire ce qu'on lui demande, qui est quand même assez complet en fait. J'avais du coup mon pote qui me disait que Lampard il le titularisait parce qu'il le prenait pour son regen en fait. Genre, il pensait que c'était lui en plus jeune. Du coup, c'est pour ça qu'il était absolument fan de ce joueur-là. En plus du fait de Donc, l'avoir eu à peut-être Derby symbolique County. aussi derrière le joueur, mais bon. Ouais, puis ils étaient ensemble à À Derby Derby, County ouais, aussi. mais genre, il Mm. avait l'impression que C'est son fils, quoi. c'était lui en fait sur un terrain et que du coup il voulait Pour être honnête, j'avais des réserves sur lui au départ, hein. J'avais beaucoup de réserves justement au départ quand Lampard l'a sorti et que justement là il y a eu un peu de la sauce autour de lui. Ouais, Mount, le sur Lampard, ça, Mount, voilà, la Chelsea, ça, les jeunes, regardez les jeunes, on donne la chance aux jeunes. Et puis finalement, franchement, c'est un de ceux quand même qui trouve au contraire. Donc après, voilà, à voir par exemple la saison prochaine, justement, s'il rentrera vraiment dans le schéma et à ce moment-là, si c'est le cas, bah, qu'est-ce qu'il sera capable de faire? Mais non, je pense au contraire sur une bonne lancée. Après, oui, ne pas s'enflammer, ça c'est la base, mais non, non, je pense qu'il est quand même intéressant. Ok. Ben merci pour vos avis PL. Si vous avez pas d'autres avis PL, on va passer à la Serie A du coup. Et du coup, pour la Serie A, on va s'intéresser au cas de la Juventus. On en avait parlé lors de notre toute première émission. On avait dit est-ce qu'ils peuvent être champions. Donc d'ici là, enfin depuis le temps, il y a eu l'Inter qui a tout avalé sur son passage. Et donc du coup, la Juve a encore fait match nul la semaine dernière. Enfin, pardon, samedi. Et a perdu contre Porto du coup en Ligue des Champions. Et en fait, on va se poser la question de est-ce que Ronaldo est le problème de cette Juventus-là. euh, Oui, non, je le dirai après du coup, mais j'avais une déclaration du coup de Cassano, je sais pas si vous l'avez lu, qui critiquait Cristiano Ronaldo du coup, par rapport à son apport dans le jeu de la Juventus. Je vais retrouver la déclaration du coup. Alors, il avait dit, il a échoué à la Juve parce qu'il n'a pas parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, du coup. Et il avait dit que, en fait, il était très égoïste dans son jeu et que la Juve n'avait pas besoin de lui pour gagner la Série, en fait. Du coup. Et que s'il gagnait pas la Ligue des Champions, son passage était un échec. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du coup du cas Ronaldo à la Juve? Est-ce que c'est vraiment lui le problème ou est-ce que c'est d'autres choses selon vous? Alors moi, je suis supporter lillois, mais je suis la Juventus aussi depuis toujours. Euh, et du coup, non, honnêtement, je pense pas que le problème ce soit Ronaldo. Après, il y a du vrai hein, dans ce qu'il dit quand il dit que Ronaldo est égoïste, mais je pense que c'est Ronaldo qui est comme ça, c'est son jeu. Quoi. Quand on l'a pris, on le savait. C'est un joueur, par exemple, je me souviens la première saison où il arrive, moi je me tirais les cheveux à chaque fois que, par exemple, il prenait les coups francs à la place de Pjanic. Parce que Pjanic, il en a mis des tonnes des coups francs. Ronaldo, il a quand même un ratio qui est moins bon à ce niveau-là, mais il voulait absolument les prendre. C'était lui la star de l'équipe, et c'est sûr que voilà, c'est un joueur qui veut aussi gonfler ses stats, qui parfois, au lieu de faire la passe, il tente. Mais bon, quand on voit que derrière, il en met autant, je pense pas qu'on peut forcément lui en vouloir. Et le problème de la Juve,
C'est plutôt que si on regarde il y a 5-6 ans, au niveau des transferts, c'était vraiment les rois en Europe. Ils ont pris Tevez pour 7 millions, ils ont pris Pirlo gratuitement, ils ont pris Khedira gratuitement, ils avaient ramené Barzali pour moins de 500 000 euros. Enfin voilà, des coûts qui étaient monstrueux et qui leur ont permis de se construire l'équipe qui s'est construite. Travail de Conte aussi, qui avait été très bien récupéré derrière par Allegri. Et là, par contre, après le transfert de Ronaldo, c'est vrai qu'il y a eu des très mauvais choix autour de lui. Quand on sait que Ronaldo est un peu égoïste devant, va pas être le joueur qui va le plus défendre, et qu'avant on a un milieu qui était monstrueux, et qu'on passe aujourd'hui avec un milieu dans lequel en fait on donne presque les clés à Rabiot. Honnêtement, je parle souvent en mal de Rabiot, mais je vais presque le défendre. C'est que c'est pas le pire joueur de la Juve. Et quand on lui donne les clés du milieu de terrain, c'est très compliqué. À côté de lui, c'est Bentancur. Alors lui, vraiment, je peux absolument pas voir ce joueur. C'est vraiment grave. Je lui trouve vraiment rien. Ouais, techniquement, il est pas mauvais, mais dans l'engagement, il y a rien. Dans les choix, il y a rien. C'est Rabiot Bentancur, c'est vraiment, mais c'est d'une neutralité. Ça marche pas. Ah non, ça marche absolument pas. Et au-delà de ça, il y a eu des échanges aussi. Il y a eu par exemple Cancelo pour Danilo. Regardez les matchs de Cancelo à Manchester City et regardez ceux de Danilo, vous allez voir la carotte. Il y a eu Pjanic pour Arthur. Bon, Arthur en plus, souvent blessé. Il faut savoir que la Juve a rajouté de l'argent derrière. Alors bon, c'était plus un transfert pour les finances parce que il y a des techniques en matière de finances qui font que... pour répondre à Lorraine. Ouais, et là il est blessé. Donc voilà, mais tu perds Pjanic qui était un des éléments clés pour prendre Arthur qui est blessé. Voilà, c'est compliqué. Devant, c'est pareil. Dybala toujours blessé. Morata, bon, on récupère Morata. Bon, c'est dur aussi de compter sur lui devant. Donc je pense que c'est l'effectif en général, voilà, qui s'est affaibli autour d'un Ronaldo qui du coup ne peut pas non plus tout faire tout seul. Je me souviens par exemple du match contre Lyon l'année dernière. À part Ronaldo, il y a rien. Il y a rien. Il y a Ronaldo qui par 2 fois va marquer, qui met une frappe à un moment de 25-30 mètres. On sait même pas. À ce moment-là, si la Juve va réussir à se créer une occasion, et autour de lui, il n'y a rien. Et cette saison, c'est toujours comme ça. Et en plus, voilà, miné aussi par les blessures, Chiellini toujours blessé, Cuadrado souvent absent, voilà, Dybala, Morata, comme je l'ai déjà dit. Donc, complètement mérité par contre pour l'Inter. Autant l'année dernière, j'y croyais pas du tout à cette équipe d'Inter, autant cette saison. Je pense que depuis le début, je les voyais bien aller chercher le titre. Par contre, je ne m'attendais pas quand même à une Juve de ce niveau-là. Je pensais que, ne serait-ce que par le poids, par la quantité de l'effet à certains postes, pourrait faire la différence sur beaucoup plus de matchs en Serie A. En Ligue des Champions, honnêtement, j'y attendais rien. Mais ouais, en Serie A, c'est quand même très faible. Et enfin, par rapport à ce qu'ils devraient proposer. Et là où je le rejoins, c'est que c'est un échec, par contre, pour la Juve de prendre Ronaldo et de ne pas gagner la Ligue des Champions. C'était clairement ça le projet. Après 2 finales manquées, ils prennent Ronaldo pour aller gagner ce trophée-là parce qu'il manquait, on va dire, ce joueur qui va sublimer l'équipe, notamment en termes de mental, etc., qui va aller chercher les buts quand il est faux. Ça a clairement pas fonctionné. Donc ouais, échec de la Juve, mais honnêtement pas imputable uniquement à Ronaldo et même presque pas du tout. On a Yanis du coup sur le chat Twitch qui nous dit ouais, c'est un peu dur de tout reposer sur Ronaldo. Après, Ronaldo arrive à un prix arrive en tant que star à un prix extrêmement élevé. Il a de fortes attentes. Surtout que la Juve est un club, un contexte particulier où on demande souvent d'être irréprochable. Ah ouais, je suis d'accord. Après, j'ai l'impression aussi que pour avoir Ronaldo, la Juve a dû sacrifier en fait des joueurs et donc une partie de son milieu de terrain, notamment au niveau masse salariale, etc. Et que certains transferts un petit peu étranges ont été faits pour cette raison-là. C'est ça, c'est plutôt les choses parce que. Oui, pardon, vas-y Lorraine. Je peux ajouter un petit truc. Moi, je pense qu'au niveau financier, déjà avoir Ronaldo dans l'équipe, c'est pas plus mal parce que quand même, au niveau du merch et tout, et au niveau du scoring, c'est quand même attrayant. Et du coup, je pense que à ce niveau-là, la Juve est pas tant déficitaire. Non, ils auraient pas payé un joueur de 35 ans plus de 100 millions. Donc, je pense pas que ce soit le fait qu'il y ait Ronaldo qui fait que l'équipe est faible et qu'ils aient moins de moyens. Je pense pas que ce soit ça. Mais c'est vrai que il est pas bien entouré, je pense. Morata, on le connaît, hein, il fonctionne
Je me Il est rappelle, il a été très bon cette inconstant. saison en Ligue des Champions. Enfin, à Il est part très la- inconstant. Il y a des fois, il peut te mettre 3 buts enfin, deux buts dans un match, faire un match parfait. Et des fois, il vendange 10 occasions. C'est indécent. Puis, c'est sûr que l'absence de Dybala manque beaucoup. Parce que Dybala, ça reste un bon joueur. Et quand Dybala est au niveau, voilà, je pense que c'est une équipe qui peut être très, très, très forte, hein. Enfin, plus forte que toutes les équipes de Serie A, largement. Ouais, je suis d'accord. Oui. Mal de joueurs. Après, ça changera pas que le milieu restera quand même inférieur aux gros d'Europe, etc. Au cours, je pense, avec un milieu comme ça, d'aller. Pour le merch, etc., pour l'image, enfin, ouais, les qu'il peut y avoir sur le club une fois qu'il recrute Ronaldo, bah, c'est sûr que c'est quand même bénéfique. Et au niveau de la masse salariale, quand Ronaldo arrive, il y a Higuaín qui part, il y a bon, Khedira qui vient seulement de partir, par exemple, lui, je pense, il mieux gérer le cas Khedira et partir avant. Après, je sais pas si c'est Khedira qui a bloqué, si c'est voilà, il y avait d'autres joueurs à faire partir. Bernardeschi, par exemple, peut-être avec ce joueur depuis pas mal de temps. On s'est ailier, il a fini super sub, puis arrière gauche. Lui, on en a parlé, il a jamais porté. Il a été recruté assez cher, lui aussi, 40 millions à l'époque. 40 Voilà, millions c'est plutôt. Bernardeschi. Ouais, 35, 40 Oh, millions à l'époque. On va aller vérifier. Pardon, mais bon. Ouais, c'est Et quand même. Ouais. c'est plus ces choix-là, en fait, qui sont préjudiciables à la Juve aujourd'hui Ah que oui, effectivement. la Oui. venue de Ronaldo, qui, oui, a un âge voilà, assez élevé à un prix comme celui-là, mais je veux dire, quand vous recrutez Ronaldo, vous n'allez pas l'avoir non plus pour boucher de pain, quoi, c'est normal. Bon, Et puis, paradoxalement, pour le coup, là, ici. purement statistique, Ronaldo, les buts, voilà, il les a mis. Donc lui, je veux Oui, dire, si lui, c'était il ça est. son rôle, il l'a quand Ouais, même il fait rempli. son travail. Je suis absolument pas en plus un fan ou quoi que ce soit du joueur, hein. C'est vraiment pas pour le défendre lui personnellement, mais c'est juste que je trouve que c'est trop facile de taper sur Ronaldo. C'est plutôt de se dire bah, que voilà, oui, le projet qu'il y a eu autour de Ronaldo il vient pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose. Sans lui maintenant. Ouais. Et repartir. Ouais. Pour le coup, il cite Base. McKennie Pareil. sur Lint. Tu cites McKennie, mais pour le coup, McKennie, il est assez bon par rapport à. Ah non, non, j'ai Mais pas cité, c'est pas Lint, c'est j'ai pas BNP. cité Ah McKennie oui, dans les échecs. Hein. Super, hein. Je BNP, dis pardon. juste que quand on le met à côté d'un Rabiot et qu'on donne les clés à Rabiot, c'est pas assez. Quand tu as milieu, admettons Rabiot, McKennie, Betancourt, mais non, au contraire, sur cette saison, justement au milieu, un des joueurs qui donne le plus de satisfaction, c'est bien lui. Lui qui est ça par moment, qui est dans le même genre que Bernardeschi. Il est arrivé de la Fiorentina pour un prix à peu près similaire. Je préfère Chiesa dans Ouais, là, Chiesa, c'est vraiment même c'est un super joueur, je trouve. Il une apporte, des bonnes bah options. déjà, la Fio, enfin, il était au-dessus La du. Fio était très fort. Ouais, C'est lui qui Chiesa, il est portait un bon, peu ouais. son équipe. Donc, bon, à la Juve, il peut faire que du bien, quoi. Oui, oui, ben, ouais, ouais. Non, mais en plus, franchement, c'est un des rares joueurs qui apporte satisfaction. Qui met un peu de vitesse, qui joue vers l'avant aussi. Oui, on n'a pas parlé de la défense aussi, mais il y a un très très gros problème avec Bonucci, en fait, hein. C'est une catastrophe. Ouais, C'est une catastrophe, Bonucci. Depuis qu'il a quitté la Juve et qu'il est revenu en rampant, là, c'est une catastrophe. C'est vraiment pas bon. Il a- Non, mais c'est vrai. avant. Enfin, Ouais, ouais, bah, il a quitté la Juve parce qu'il a, soi-disant, il avait pas fait en finale de Ligue des Champions. Il avait fait la gueule quand il est parti au Milan. Où il avait tout ouais, il donné voulait pas. sur un tableau pour qu'il ramène les Milan en Ligue des Champions. Il a fait une saison moyenne. Il est Ouais. revenu en rampant l'année d'après à la Juve. Et depuis, c'est moyen. Enfin, même Finalement, Delir qui le a joueur qui galéré à manque à la s'imposer. Juve, c'est Demiral. Franchement, derrière Demiral, c'est celui qui peut-être donne le plus de satisfaction. Peut-être aussi parce que c'est celui sur lequel il y a moins d'attente. Mais il apporte clairement, il est clairement monstrueux sur le plan physique déjà. Ouais, mais depuis qu'il est blessé, enfin, la Et Juve a ouais, pris il un manque coup. quand même ce joueur-là. Après Bonucci, j'avais tendance à dire même le meilleur défenseur central en Europe, hein. La Juve fait ses grosses prestations en Champions League parce qu'il avait tout. Avec défensivement, bon, il était encore meilleur parce qu'il y avait Chiellini à côté de lui, mais dans les relances, tout ça, Ouais, les relances, c'était monstrueux. Le mec, il faisait des passes D sur 70 mètres, incroyable. Là, ouais, depuis la venue du Milan, au début, c'était pas mal. Depuis, ça sombre, mais après, je pense
toute la défense qui était quand même un gros point fort de la Juve à un moment, qui a sombré, mais le schéma est plus le même. Ils avaient l'habitude pendant un bon moment de jouer à 3 aussi derrière, avec Barzali. On passait après à 2, ça allait bien. Oui, Puis oui. un peu En plus fait, c'est fait. Barzali et puis Chiellini qui lui ont fait un petit peu sa hype, on va dire. Et là, Chiellini, il est très souvent blessé. Bon, c'est l'âge aussi qu'il le veut. Et s'il revient, du coup, il manque aussi de forme. Et il est en prime, hein, c'est normal. Et puis, derrière, c'est parfois De Ligt, parfois Demir. Ou gagner un moment pareil, confirmé. Donc, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui manquent aussi dans cette équipe. Et de toute façon, je pense que le conseil est très simple. Il suffit de regarder l'équipe d'il y a 2-3, ne serait-ce que 2-3, et de la comparer avec en fait la chute. Il y a ça, et puis bon, un peu dans le choix aussi des entraîneurs qui n'ont pas réussi à appliquer leurs pattes. Conte était revivre Juve, et puis derrière Allegri qui a continué le travail sans changer grand-chose finalement. Je veux dire, il est resté fidèle à ce qu'il y avait déjà. Et après, bon, Sarri est arrivé, ça a été un échec. Et Pirlo, je ne veux pas lui tomber dessus trop vite, lui non plus, parce que c'est compliqué. Les choix, c'est douteux parfois. Il faut vite que la saison se termine et voir ce qui va se passer. Après, on espère quand même un sursaut d'orgueil au match retour contre Porto, parce que ils peuvent le faire, clairement. Ouais, Porto, c'est Oui, pas une ils machine peuvent à le Porto. faire. et même finir premier de Serie A, c'est encore possible. Hein. C'est pas Oui, excluant oui, non plus c'est pas de fini. Après, que la Juve gagne la Serie A. Après, ils sont un peu loin, mais ouais, après, c'est mais quand tu même sais très jamais. mal. Hein. Moi, je vois pas Si trop. l'Inter fait 2 défaites d'affilée et que la Juve gagne 2 matchs, Ouais, mais enfin, je vois pas la Juve. Enfin, c'est vraiment moyen, quoi. Parce qu'en plus, ils doivent encore rencontrer le Milan assez et tout. Enfin, et c'est pas sûr non plus. Franchement, la Juve, je les vois pas gagner la série. Après, oui, se qualifier en Ligue des Champions, passer ce tour-là, oui. Et après, effectivement, ça ouais. dépend du tirage. Donc, Mais au final, dans les confrontations directes face au Milan et face à l'Inter, la Juve c'est plutôt positif. Hein. bah, ils ont perdu quand même contre l'Inter. Hein. Ils ont perdu contre l'Inter, mais ils ont gagné C'est contre. par Ils contre ont gagné Naples aussi. 3-1 contre le Milan. Ouais. Contre Naples dernièrement. Mais après, moi, c'est Ouais, mais surtout Naples, l'Inter. ils sont derrière eux. Oui. L'Inter, Ouais, je mais vois pas. potentiellement, il peut revenir. Ouais, clairement. Plutôt, Moi, c'est un retour de la Juve est pas sûr. Hein. Il n'y a un rien qui retour de nous dit Juve que l'Inter dans les 2 premiers, va. peut-être. Mais je vois pas l'Inter couler quand même. Ouais, la Juve peut Oui, parce finir que devant le Milan collectivement, c'est largement. excluant. Ah oui, devant le Milan, Et oui. contre Après, l'Inter, faudra voir. ouais. Mais par contre, devant le Milan, honnêtement, oui, parce que le Milan, moi, je pense qu'ils ont aussi eu. Bon, on a beaucoup parlé du fait qu'il y a beaucoup de pénaltys qui sont sifflés à Milan. Après, c'est vrai que les pénaltys sont pour la plupart mérités. Mais je veux dire, dans le jeu, le Milan est pas si impressionnant. Non, ils sont Pour moyens depuis un petit moment. Ouais. les matchs, Depuis le Milan est la première blessure de Benacer, ils sont pas très bons. Je regarde pas mal le Milan parce que c'est un club que je suis un petit peu comme ça et effectivement ils ont du mal. Ouais. Donc non, je vois pas le Milan forcément beaucoup plus fort que la Juve non plus. Par contre. Ça c'est Ouais. clair. C'est mieux gérer le début de championnat et donc aujourd'hui ils se retrouvent avec une avance et à voir si eux ont plus par exemple le profil pour guillemets crouler dans les, tout au moins perdre des points jusqu'à la fin. Et si Juve gère bien, ouais, ils peuvent passer devant. Il y a L'Inter, Yanis sur le chat Twitch qui nous dit ouais la Juve va passer, Porto est souvent très bon à domicile et éliminé quand même à l'extérieur. C'est pas faux. Je me rappelle d'un match contre Après, le t'as les Bayern. supporters, hein, ça joue quand même. Ouais, c'est C'est plus vrai. vraiment une notion de domicile extérieur. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai ouais, aussi. c'est vrai. Il y avait des stats là-dessus. Hein. Enfin, c'est l'année où il y a le plus de victoires à l'extérieur. Ouais, non, mais c'est vrai que ça joue. Ouais. C'est Après, logique. y a rien qui dit que la Juve ils vont pas faire comme l'an dernier face à Lyon. Hein. Ah oui, non, mais c'est aussi une possibilité. Hein. De toute façon, pour l'instant, je les vois Ils même l'ont sortir. Parce fait, que ils l'ont fait l'an dernier, ils sont capables de le refaire. Hein. C'est-à-dire, s'ils font les perdre. matchs qu'ils font là, non, c'est sûr que honnêtement, je vois plutôt passer, mais je veux dire, la Juve a quand même les ressources pour passer ce tour-là. Après, à mon avis, dès qu'ils vont tomber contre les gros, A dit quoi là? De toute façon, ça, c'est le problème de beaucoup d'équipes. Hein. C'est pareil pour Paris. Paris, ils vont peut-être battre le Barça, mais derrière, est-ce que ça suffira? Non. je pense pareil, un pari de Juve, honnêtement, ce que je veux voir depuis pas mal de temps, mais là, je n'ignorais pas, je crois, parce que Un pari juif, ça peut être intéressant, ouais.
Allô? Problème technique. Allô? Ouais. Ouais, pardon. Il y a un stalker qui vient de rentrer sur le terrain, là, sur le plateau. Ouais, j'ai vu. Du coup, si vous avez fini sur la Serie A, on peut passer donc à la Liga. Rodrigo De Paul, meilleur joueur de Serie A. Comment il s'appelle? Di Natale. Antonio Di Natale. Oh là là. Et donc du coup pour la Liga, du coup on va s'intéresser du coup au niveau de la Liga. Et la question c'était du coup la Liga a-t-elle régressé? Du coup je vais me tourner vers Lorraine Mormont, pardon. Le maître Lorraine Moron. Vers Lorraine, ouais. Qui du coup suit particulièrement le Barça du coup. Et donc quel est ton avis sur la Liga? Bah, déjà, je pense pas tellement que la Liga ait régressé. C'est juste que le Real et le Barça ont énormément régressé. Et du coup, enfin, à part le Real et le Barça, les autres équipes ont pas tellement. Allô? Bug, non? On a perdu Allô? Lorraine. Excusez-moi. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est Ouais. bon, ouais, pardon, ouais, c'est bon. Ok, désolé. Du coup, le fait que le Barça et le Real perdent beaucoup de niveaux, bah ça donne l'impression que la Liga a régressé. Après, je pense pas, hein. On a vu le Betis perdre face à Rennes en Coupe d'Europe des années précédentes. Par le Barça, le Real et Séville, il n'y a pas eu de grande réussite européenne pour la Liga. Je pense pas que ce soit une régression. Et puis, bon, euh, la, la défaite du Barça face à Paris, c'était attendu. Le Real a gagné. Ouais, On fait pas non plus. Le Real a eu des circonstances favorables. Je dis pas qu'il n'y avait pas un carton rouge, etc. Mais après, est-ce qu'ils auraient gagné aussi facilement à 10 contre Je peux le 11, dire, hein. à 10 contre, à 11 contre 11, je sais pas. Non, ça c'est sûr, ça les a beaucoup aidés. Mais en Europa League, Grenade a éliminé Naples. Donc Oui, rien que ça, c'est vrai. ça veut dire que quand même la Liga est assez forte. Après, oui, il y a la baisse de niveau du Real et du Barça qui influe beaucoup sur l'impression qu'on a du niveau du championnat, mais je pense pas que la Liga soit devenue un championnat faible pour autant, hein. Ça, clairement, pour moi, la Liga est toujours aussi forte. Et puis, il y a qu'à voir dans les autres championnats. Si on compare à la première ligue, en première ligue, il y a que City en ce moment. Les autres équipes sont aussi là. C'est ce que... Non, non, mais il a raison. Il a raison. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En général, sur tous les championnats, à part peut-être la Serie A, je trouve que le niveau a beaucoup régressé. Après, bah, effet du Covid, c'est pas étonnant, mais C'est franchement, ça, ouais. je me C'est posais la l'impression que j'ai question, aussi. je me posais la question aujourd'hui, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vu un seul choc, qui m'a vraiment fait vibrer, cette saison? Et non, en fait, pas, il y en a pas un qui m'est venu comme ça, d'un seul coup. Ou alors j'ai vraiment dû réfléchir. Franchement, je m'emmerde cette saison et je trouve Ouais. que, encore une fois, c'est pas endémique à la Liga, la régression de niveau. Toutes les, c'est toutes les ligues, en fait, qui prennent le coup du Covid comme ça dans la tronche. Et aussi le fait qu'il y ait pas de supporters, ça, on voit que ça joue énormément aussi. Maintenant, on tape sur la Liga parce que, bah oui, effectivement, Ils sont dominés. bah voilà, ils sont dominés partout, mais c'est pas pour autant que, Ils ont dominé. ah oui, ouais, ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est Ouais. historiquement, c'est le championnat qui gagnait toutes les Coupes d'Europe. Après, ça fait quand même quelques années que c'est plus le cas. Depuis la dernière victoire du Real. Oui, Donc oui, bon, c'est vrai qu'il y avait il y avait eu des années un petit peu. si on veut, ça fait déjà quelques années que la Liga règne plus
sur le football européen, mais il reste tout de même bien placé en général, quoi. Après, Et, quand tu as régné sur le football européen avec les clubs, avec l'équipe nationale pendant des années comme ça, je pense c'est ça, et à un moment, il y que a, c'est normal au bout d'un moment qu'il y ait un coup d'arrêt. Et c'est encore un un coup d'arrêt. cycle. Le football, c'est des cycles. À un moment, le cycle, il s'est terminé, et puis la Liga, elle se reconstruit petit à petit. Il y a quand même des super équipes. Pour suivre le championnat tous les week-ends, là, il y a des équipes comme la Real Sociedad, ça joue super bien, ils ont des super joueurs. Le Betis, c'est pareil, ils ont des super joueurs. T'as Retafe, par exemple, bon, qui a sa vision un peu du football, un peu, qui en Espagne est un peu opposé au jeu des autres équipes, Bon, on peut dire que ça plus ressemble au un petit peu football. à ce que fait Retafe, ça bétonne, quoi. Simeone. C'est une équipe un peu anglaise, quoi, dans le style. Et il fonctionne bien aussi. Mm. Donc, non, je pense que la Liga a pas régressé. C'est juste le niveau du foot européen en général qui est plus faible cette année que les années précédentes, clairement. On a Yanis du coup toujours sur le chat Twitch qui nous dit après c'est intéressant de voir des clubs comme Bilbao, Grenade ou la Sociedad faire des bons parcours en coupe et des gros matchs en championnat, ça change un petit peu. Exactement. Quand on voit la Copa del Rey, le Barça va peut-être être out de Copa del Rey. T'as déjà l'Atlético et le Real qui vont perdre. La Copa, elle a été remportée par, ouais, elle peut être remportée elle peut être remportée par les deux clubs basques encore. Et donc voilà, c'est super intéressant d'avoir des clubs qui montrent aussi parce que on a souvent tendance à représenter la Liga avec le Real et le Barça, mais la Liga, c'est pas que ça. Il y a des super clubs à côté. Et même Séville, quand il gagnait la C3, je sais pas, 3 années d'affilée, et t'avais l'impression qu'ils étaient pas considérés, quoi. Mais au moins, l'avantage, entre guillemets, de la faiblesse du Barça et du Real, c'est que ça met un peu en avant exactement les autres clubs tout aussi intéressants. Tout à fait. Je sais pas si vous voulez rajouter du coup quelque chose sur la Liga ou pas. Bah vas-y. Ouais, Non, mais à la limite, on peut parler du match du Barça face à Séville qui a eu lieu ce week-end. C'était quand même un choc intéressant pour le haut du tableau. Oui. Donc le Barça l'a emporté 2-0. C'était globalement assez maîtrisé, même si Ah euh, oui, même si Séville, c'était même pas. Séville a Enfin, marqué un but qui a été refusé. d'un regard extérieur, je trouve que c'était pas une très belle pub pour la Liga le match, hein. C'était pas. Ouais, la Non, première mi-temps de Séville était désastreuse. soyons clairs, c'était pas un beau match de Liga. Mais voilà, le Barça qui s'est un peu réveillé, quoi, après les revers récents lui, face à Cadiz et face au PSG. Oui, Et effectivement. Séville qui est du coup un peu dans le doute parce que ça leur fait 2 défaites d'affilée avec la défaite en Coupe d'Europe. Donc à voir s'ils peuvent se relever au retour face à Dortmund. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là parce que je pense que le visage qu'on a vu de Séville est pas est pas représentatif de leur vrai niveau. Oui, je pense qu'il se réservait un petit peu pour la coupe. Ce qui est pas trop normal, je trouve. Mais enfin bon. C'est un peu un manque d'ambition. Enfin, pour une fois que tu veux passer devant le Real et le Barça en championnat. Ouais, mais après, Je sais pas. il y a eu des choses intéressantes pour le Barça ce week-end. Bon, il y a eu le retour de Araujo qui a été ressorti après sur blessure, Encore une mais magnifique gestion apparemment des c'est blessures de la rien de part, grave. de la C'est part du rien de Barça. grave. Pedri Apparemment, c'est aussi. rien de grave pour Araujo, Bah, mais j'espère Pedri, pour, Pedri j'espère, parce que apparemment, lui, c'est plus grave.
Bah, en gros, c'est pas anodin non plus, hein. C'est la même cheville. Moi, je trouve, enfin, C'est très je trouve que fragile, la une gestion cheville, hein. Moi, j'ai peur qu'il Ouais, soit revenu trop tôt, hein. je sais pas si vous vous de toute rappelez, mais façon, on en avait déjà parlé des de gestions la des gestion blessures au des Barça, on en blessures avait du parlé ouais, Barça. juste avant le match du coup du PSG où on était tous surpris que Piqué soit aligné. Je Bon, trouve que bah, pour le c'était coup, Piqué, ça a l'air de tenir. oui parce que maintenant oui, Il enchaîne les matchs. oui maintenant oui. Oui. Mais c'est vrai qu'à Mais l'époque ça paraissait pas non plus très bien de le mettre alors qu'il avait 0 minutes dans les jambes, un entraînement. non, clairement, la gestion des blessures au Barça est catastrophique. On en a déjà parlé. Ouais, tout à fait. Autrement, il y a le Real qui est en train de jouer face à la Real Sociedad, Oui, donc ils sont menés au c'est un score. Ouais. match intéressant. Ils sont menés au score. Ouais. À voir ce que ça donne. Voilà. Du coup, Si la Real gagne le match, ça va faire les affaires de l'Atlético en haut du classement, forcément, parce que parce qu'ils avec les auraient revers récents de l'Atlético, le Real était revenu plus qu'à 3 points. Après, bon, ils avaient un match d'avance, mais voilà. ouais, ça leur laisserait de la marge avant même le choc enfin le derby du Ouais, c'est week-end ça. prochain. Bah, C'est bon pour la Liga. On passe à la Bundesliga. Et du coup, on va s'intéresser au cas de Francfort, du coup, qui est quatrième de Bundesliga, malgré sa défaite du coup du week-end dernier. Et en fait, on va s'intéresser en fait au fait, est-ce que c'est la bonne surprise dans le sens où est-ce qu'ils peuvent arriver à accrocher la Ligue des Champions selon vous? Je sais pas, parce que autant la semaine dernière, quand ils ont battu le Bayern, et je me suis dit, bah ouais, clairement, que Dortmund était pas bon. Et là, en une semaine, j'ai l'impression que tout a changé, quoi. Dortmund, la dynamique a un peu repris, quoi. Avec déjà la victoire en Ligue des Champions. Et là, ouais, bah, ils ont perdu ce week-end Francfort contre Brême, qui est pas super bien classé. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ils étaient sur une énorme série et là, ils Ils perdent ont vraiment au perdu pire des alors qu'ils moments, menaient au quoi. score. Ouais, c'est un match un peu surprenant. Ouais, c'est vraiment, voilà, parce que Wolfsburg a gagné. Tu sais, ils auraient pu avoir ce match-là de 6 points contre Dortmund. Là, maintenant, je suis moins rassuré, quand même. Après, bon, ils ont l'avantage vraiment d'avoir battu le Bayern, donc, on va dire que les autres équipes, n'auront pas le luxe de le faire. Mais, ouais, c'est un peu dommage, quoi, qu'ils aient perdu des points un peu bêtement, quoi, ce week-end. À voir. Parce que là, les Leverkusen, je pense qu'ils ont lâché. Ils sont sur une série de merde et Dortmund est passé devant. Donc ouais, ça va jouer entre les trois là, Wolfsburg, Francfort, Dortmund, sachant que Wolfsburg, un peu comme tous leurs matchs, quoi. C'est des petites victoires à chaque fois. Mais ils sont ultra solides défensivement, quoi. Je crois que c'est de la meilleure défense du championnat, je crois. Et je les vois bien rester bien troisième. Et bah, ça va jouer entre Francfort et Dortmund, quoi. Et pareil, je pense que la Ligue des Champions va jouer dans le sens où Dortmund, pareil, c'est une équipe qui joue qui est bon quand elle est dans une bonne dynamique, quoi. Et je pense vraiment la victoire contre Séville, où franchement personne les attendait gagner. Moi perso, je pensais que Séville allait les écraser, quoi. Ouais, on avait Bah tous ça leur mis a fait un vraiment du bien, score quoi. large pour Séville. Ouais, Ouais, ça leur a fait vraiment du bien. Bah, on a retrouvé un peu Haaland aussi, ouais qu'il avait quand effectivement. même un petit peu moins bien. Et ouais, bah, là j'ai peur pour Francfort, quoi. J'ai peur que Dortmund, ils vont un peu relancer la machine Après, et il que ça reparte, continue de quoi. marquer encore André Silva. Hein, Comment? André Silva continue de marquer. Il a encore marqué ce week-end et enfin, il est toujours autant en forme, quoi. André Silva, il continue de briller, quoi. Ouais. Bon, après enfin, si tu regardes l'effectif, Dortmund, ça reste meilleur, quoi. Je Ah sais oui, pas oui, s'il reste un non, Dortmund Francfort d'ailleurs. Il doit sûrement avoir une confrontation, quoi. oui, j'ai pas encore regardé les classements, je t'avouerai. J'ai jeté un œil. Mais ouais, en tout cas, ouais, faut voir ce que ça donne, quoi.
Ouais, il y a un Dortmund-Francfort dans pile un mois, le 3 avril. Ouais, en plus, ce sera quasiment la fin de saison. Oui. Son Allemagne, Ouais. ça finit. Ouais, ce sera un peu le match pour la Ligue des Champions, effectivement. Ouais, bah t'as Bayern Dortmund ce week-end. Oui. Ouais, bah, Dortmund a gros à jouer aussi, c'est vrai, parce qu'ils vont jouer le Bayern et après, En plus, il joue, si je dis pas de le bêtises, retour de Ligue des Champions. il joue au Bayern et là-bas, ils prennent souvent des branlées. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, à voir ce que ça donne. Quoi. Non, mais ces dernières années, ils prenaient souvent des 5-0, Ouais. 10-0. Là, je regarde le calendrier qu'ils ont. Leurs 4 derniers matchs, c'est Wolfsburg, Leipzig, Mayence et Leverkusen. Ok, ouais, c'est costaud quand même. Donc, gros morceau, ouais. Les Et après, autres, ouais, voilà, si tu regardes l'effectif, il n'y a pas photo. Quoi. effectivement, ouais. C'est là où ça risque de jouer. Quoi. Tout à fait. Ouais. D'autres sujets à ajouter sur la Bundesliga? La grosse impression de Leipzig ce week-end. Ouais, la remontada. Ouais. On avait l'impression que voilà, ils allaient parce que c'était symptomatique de Leipzig que dès que voilà, ils ont des points à prendre pour ne pas être trop devancés par le Bayern, ou quand ils ont justement le Bayern qui fait une contre-performance et qu'il faut qu'ils aillent chercher les points, ils avaient l'habitude de pas le faire. Et là, ce week-end, à la 94e minute, ils vont mettre ce but-là. Donc ouais, Leipzig, franchement, n'a pas enterré, même pour le titre. Sont probablement éliminés de Champions League, même si c'est pas joué, parce qu'ils pourraient très bien... s'ils marquent rapidement contre Liverpool, ça peut aussi changer la donne en Champions League, mais si après ils ont que le championnat sur lequel se concentrer, franchement, ils ont l'effectif pour le faire. Donc voilà. Et puis j'étais à Leipzig dernièrement, donc les gens sont plutôt tous derrière l'équipe et pensent vraiment que le titre c'est faisable. À juste raison d'ailleurs, parce que ils ont Ouais, un petit peu lâché à un moment donné. Point là, c'est dommage. sur une journée, ils peuvent passer devant. Ouais, c'est ce que dit, c'est ce que dit Yanis du coup sur Twitch aussi. Hein. Leipzig est souvent leader dans la première partie de saison et c'est vrai qu'il passe pas loin. Après, au bout d'un moment, ça finira par tourner. Hein. Si c'est pas cette année, ça sera peut-être une autre saison. Hein. Ils peuvent toujours espérer que ça bascule d'un autre côté dans peu de temps. Ce qui est assez fort pour un club aussi récent, parce que date de création, c'est quoi, il y a 12 ans, je crois. Ouais. 2008, un truc comme ça, 2008-2009. Ils ont déjà fait un gros parcours en Champions League l'année dernière, bon, malgré la Champions League un peu inédite, on va dire. Ça a peut-être favorisé aussi ce niveau-là. Et puis là, s'ils sont champions cette année, ouais, ce serait quand même assez énorme. Bon, même s'il y a eu le gros investissement de Red Bull derrière, mais voilà. Ouais, c'est sûr que Leipzig, c'est une belle équipe et je pense que ils vont au moins finir deuxième cette saison. Ça reste la plus régulière. Et ils ont quand même un effectif bien plus profond que Wolfsburg ou France. Ouais, surtout Wolfsburg. Hein. Je crois que franchement, Wolfsburg, l'effectif, c'est pas si impressionnant que ça. Qui soit aussi. Francfort, bon, en plus, ils ont récupéré Jovic au mercato, il a marqué quand il est revenu au départ. Et il y a Silva qui marche sur l'eau. André Silva qui marche sur l'eau là-bas. Qui est super intéressant. Donc, ouais, c'est clair que c'est Dortmund, Francfort. Je pense plutôt que Wolfsburg, même si franchement, eux aussi sont quand même réguliers. Hein, donc, ouais, Wolfsburg. J'avoue que je ne suis pas passionné forcément par la Bundesliga, donc je ne suis pas tous les matchs. Plutôt quand je suis, comme je vais pas mal en Allemagne, quand je suis sur place, bon, je suis un peu forcé, on va dire, de suivre le championnat, mais ouais, ça a l'air assez intéressant. En tout cas, c'est un championnat très offensif, il y a beaucoup de buts. C'est très spectaculaire, ouais. Et d'ailleurs, ça se voit sur le jeu de Monaco. J'ai l'impression qu'il joue un peu plus que Kovac, il est arrivé avec des ambitions à forcer comme une équipe de Bundesliga. À se déséquilibrer complètement
Et honnêtement, ça fait plaisir parce que par rapport à tous les championnats, je pense que le gros problème de la France, enfin de la Ligue 1, c'est que toutes les équipes, franchement, se ressemblent, et même des équipes comme on le voit cette année, Nantes, Bordeaux, qui sont quand même, on va dire, des gros noms du championnat historiquement, qui ont quand même des moyens, quoi. Rien du tout, ils proposent rien du tout. Quand je regarde dans les autres championnats, pourtant je m'inflige la Ligue 1 chaque semaine. Je sais pas, c'est plus fort que moi en fait. C'est le championnat que je suis le plus, alors que je sais très bien qu'il y a mieux ailleurs. Mais même quand je regarde la Serie A, des équipes qui, on va dire, en termes de si on s'arrête, si on va au-delà de l'aspect sportif, des équipes qui ressemblent, des clubs en fait, qui ressemblent aux clubs français, proposent des choses quand même bien différentes sur le terrain, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que là, j'ai regardé. Ouais, t'as aucun petit club qui essaie de Ce proposer. week-end, j'ai pas mal regardé de foot. Il y a eu Brest à la limite cette saison, mais bon, pas tout le temps. Après, bon, on peut pas leur en vouloir, mais quand je regarde les matchs de Lille, par exemple, toutes les semaines, tous les week-ends, j'ai l'impression de jouer contre des blocs bas. Tous les week-ends, contre des équipes qui jouent de la même manière, et ça devient. Ah non, mais c'est le cas. C'est ça qui est très frustrant, en fait. Parce qu'en fait, ils ont compris que Lille, ils avaient des mal contre les blocs bas, et du coup, ils reculent le bloc, et puis ils attendent. En fait. C'est ça. C'est ça, déjà. C'est Brest qui a joué comme ça, quoi. Ah, oui, il y a eu Brest, mais il y a eu Angers, je crois ils avaient perdu, mais c'était un peu. Angers, c'était bloc bas, c'est juste qu'ils mettent 2 buts au tout début du match sur des corners. Et après, ils proposent plus rien. Strasbourg hier, franchement, ils proposent pas grand chose non plus. Ouais, alors eux, en plus, ils ont la chance d'être très bons quand même derrière. Enfin, ils avaient des joueurs qui gagnaient tous les duels derrière, mais ils proposent rien. Strasbourg, quand ça prend pas des rouges rapidement, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Hein. Ouais, sauf quand ils vont à Paris. Mais après, c'est frustrant. Et je pense aussi, c'est peut-être le problème après des équipes quand on arrive en Europe et qu'on joue contre d'autres styles de jeu, c'est qu'on n'est pas capable, parce qu'en Ligue 1, on a toujours l'impression Même quand je prends l'exemple de Lille joue toujours de la même manière, n'a pas vraiment non plus la possibilité de jouer autrement, parce qu'ils n'ont pas des oppositions de style toutes les semaines. Ils ont été surpris, je pense, dès qu'on arrive en Europe, notamment au match aller, ils ont été surpris par. Ils n'avaient pas l'habitude de voir une équipe qui attaque de cette façon-là, avec des joueurs qui occupent 2 postes différents. C'est vrai que c'était assez surprenant ce qu'avait fait l'Ajax. Enfin, surprenant. Quand tu regardes un peu l'Ajax, c'est pas forcément surprenant, mais pour Lille, ça peut peut-être les surprendre. Quand t'es sur le terrain, tu te dis, putain, le mec, je sais pas où il est. Blint, il est à moitié au milieu de terrain. Est-ce que je le sers quand il vient? Mais du coup, ça laisse de l'espace derrière mon dos. C'est plus compliqué, ouais. Oui, c'est vrai que la Ligue 1, c'est ce qui arrive souvent. Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu le multiplex hier après-midi, mais le Reims-Montpellier, mais c'était terrible, hein. Ah, mais clairement, moi, j'ai que l'abonnement Canal. Du coup, des fois, le dimanche soir, je regarde les matchs de Ligue 1. Ah oui, les grandes affiches. Les grandes affiches. Hein. Putain, au bout d'une demi-heure, j'ai envie de jeter les par terre. Ah ouais. Non, là, dernièrement, on a eu quand même, hier déjà, le Lyon-Marseille qui était pas incroyable. Et puis, bon, le pire, je pense, dernièrement, ça a été le Bordeaux-Marseille. Marseille. Le Bordeaux. Je sais plus si c'est joué où, mais bon, ça c'est compliqué. C'était à Bordeaux. Mais en fait, le problème, c'est que. Ah ouais, c'est ça, c'est que Canal diffuse, j'ai l'impression qu'il diffuse que les matchs de Marseille. Du coup, bon. Ouais, après, il joue. Je pense que Canal, la stratégie, elle est très simple. Ils regardent quels sont déjà qui sont les gros du championnat à ce moment-là, mais quand ils ont le choix entre 2 affiches, ils prennent celle où il y a le plus de capital supporter, quoi. Donc c'est tout de suite Marseille. PSG. C'est pour ça que Marseille se retrouve toujours à 21h. Ouais, c'est incroyable. Marseille, PSG. Ouais, c'est ça. Mais bon, ouais. Alors que Marseille, c'est la pire équipe de Ligue 1. Ouais, c'est triste. Mais je me souviens aussi. Le problème en France, c'est que t'as pas une mentalité de gagnant, en fait. Je trouve que genre les petites équipes, parce que là c'est une exception, en fait, je trouve, parce qu'ils proposent du jeu, ils essaient vraiment de contre les gros de bien jouer et tout. Mais sinon t'as toujours l'optique d'avoir juste un point. Quand Brest vient chez nous, par exemple, c'est pour avoir un point. C'est vrai que ça me fait presque mal de le dire en tant que Lillois, mais c'est vrai que Lens cette saison, c'est peut-être l'équipe justement qui aussi montre les plus belles choses avec un excellent mercato qu'ils ont fait au départ. Oui. Mais par rapport à le fait qu'ils viennent de monter, tout ça, c'est ceux qui montrent quand même une vraie identité, vraiment quelque chose d'autre que toutes les autres équipes. Mais bon, plutôt que de passer ce coup de gueule sur la Ligue 1, c'était surtout pour féliciter Kovac que fait Kovac à Monaco. Mais moi, j'ai un mot 2 mots
pour résumer ça, en fait, en France, il y a vraiment ce qu'on appelle une culture de la médiocrité. C'est-à-dire qu'on se contente de 1 point, genre on ramène le point. Genre, quand tu regardes les équipes en première ligue ou même le dernier qui tente du jeu, alors en Ligue 1, il y a des équipes vraiment qui proposent rien. C'est ça. Mais juste parce que ils se réfugient sur le budget. On n'a pas le budget, on pouvait pas on n'a faire pas le mieux, on a niveau. joué avec On nos pouvait pas armes. faire mieux. On a joué. Non, ben non, ça marche pas comme ça. Quand t'es sur un terrain de foot, c'est à 11 contre 11, c'est 11 hommes en face de toi. C'est pas des 40 millions, 50 millions qui jouent face à 100 000. C'est pas ça. Ouais, C'est des joueurs de foot. Quoi. Bien sûr, techniquement, ils sont meilleurs, mais si tu mets de la volonté, comme ce que tu peux voir en première ligue, où tu vois des équipes mal classées qui tentent de jouer et qui au final font des exploits de temps en temps, en Ligue 1, c'est rare de voir ça, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est un tout, en fait. Ça part des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants. Enfin, ça m'étonne pas de voir ça en France, parce que vraiment. Non, c'est pas étonnant, ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est Mais ça. ça fait plaisir de voir des entraîneurs qui ramènent justement cette oui, voilà, un peu de nouveauté, ailleurs. quoi. C'est surtout ça, plutôt que voilà la frilosité peut y avoir d'habitude en France. Ouais. Après, je comprends que sur certains matchs, on soit un peu plus calculateur en début de saison, par exemple, bien sûr. parce qu'ils veulent pas toujours mal commencer. À un moment, quand tu joues le maintien, bon, tu commences à faire le calcul, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des matchs où je trouve que les équipes proposent vraiment rien, en fait. C'est vraiment dommage. T'as l'impression en Ligue 1 que tout le monde calcule en permanence. C'est ça. Toujours le calcul, le point, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut ramener le point. Alors qu'ils devraient juste se contenter de bien jouer, quoi. En fait, faut jouer pour gagner, pas pour ne pas perdre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Même quand des équipes jouent en bloc bas, qu'elles jouent au moins les coups qu'elles peuvent jouer. Et bien souvent, c'est même pas le cas, quoi. C'est juste on défend, on ramène le point, vraiment. Ouais. Et à la fin, en interview, on dit on pouvait rien faire, ils ont un meilleur budget, tralala. Quand ils récupèrent le ballon, ils essayent même pas d'apporter un peu de versatilité ou d'agir en contre. Non, tu es en bloc bas, tu récupères le ballon, ensuite tu fais 2-3 passes pour essayer de ressortir. Parce que jouer en bloc bas, c'est pas spécialement ça le problème. Quand je me souviens par exemple, bien sûr. Il y a même des grosses équipes qui l'ont fait et qui l'ont très bien fait. La Juve, honnêtement, avait un jeu même très beau à voir. Il y a plein d'équipes qui jouent en bloc bas. Hein. Mais même quand tu vois Mourinho joue bas. Hein. Ouais, parfois c'est. Jouer bas pour mieux repartir vers l'avant en contre. Et jouer bas pour juste bétonner, quoi. Je me souviens d'un match de Paris, je sais plus quelle équipe c'était. Et l'autre équipe, en fait, il y avait soit match nul, soit ils gagnaient. Et t'avais une contre-attaque et t'as l'entraîneur qui lui gueulait dessus en disant garde la balle, genre replace-toi, alors qu'il pouvait partir en 2 quoi. En fait, c'est ça. T'as un club qui mène, par exemple, admettons, il mène 2-1. On est à la 80e, on va dire. Et ben, les mecs, ils auront tendance à essayer de faire tourner le ballon ou à conserver plutôt que d'essayer de marquer en contre et de faire 3-1. Mais tu peux faire ça, mais quand t'as une occasion vraiment où tu peux aller en contre, t'y vas. Genre, quand t'as l'entraîneur qui engueule ton joueur parce qu'il part en contre-attaque, il y a un problème, vraiment. Parce que honnêtement, même si on regarde, on parle souvent, on se dit peut-être qu'il y a moins de talent en Ligue 1, mais quand on regarde les joueurs qui s'exportent, il y a quand même des joueurs qui réussissent. Mais il y a énormément de joueurs de Ligue 1 qui en prend un ligue. Mais en fait, c'est pas un problème vraiment dans la mentalité des joueurs, c'est un problème du championnat et de la mentalité. C'est ça, la mentalité, la manière de vouloir appréhender les matchs qui est pas la bonne. J'avais regardé le Bayern contre Bielefeld. Franchement, Bielefeld, c'était d'une faiblesse absolue. C'était très faible. Mais putain, les gars, dès qu'ils avaient une occasion d'y aller, ils y allaient. Et les joueurs devant. Bon, après, le Bayern était complètement démembré. Il n'y avait rien derrière. Mais eux, dès qu'ils ont pu avoir les actions, ils y sont allés. Ils ont mis 3 buts, même un 4e qui a été refusé pour un hors-jeu. Mais les mecs, dès qu'ils avaient l'occasion d'y aller, ils n'ont pas hésité, quoi. Ça, je le vois pas en Ligue 1. Et comme vous le dites, alors là, c'est encore pire. C'est quand une équipe mène déjà 2-1. Alors là, les risques, ça n'existe plus. Hein. Prendre des risques, ça n'existe plus parce qu'on veut conserver le score et c'est comme ça que ça finit sur 2-2 généralement. Très bien, messieurs, merci pour cet échange. On va s'arrêter là pour l'émission. On pourra peut-être continuer de discuter en off du coup.
Merci à tous d'avoir participé. Et à très bientôt. On se retrouve très bientôt. C'était un plaisir de passer.